Bonjour à tous et bienvenue sur Riding Canada. Aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo pour vous expliquer les raisons de notre expatriation. On va parler des éléments qui nous ont dégoûtés de la France. Ça va pas être beau, il risque d'y avoir du sang. Et je sais que celle-là vous l'attendez depuis plusieurs jours, donc je vous fais pas plus attendre, on démarre tout de suite. Avant de commencer, je pense que c'est important que je vous donne quelques éléments pour que vous puissiez avoir un regard critique sur ce que je vais vous dire. Alors moi j'ai 37 ans, j'ai un bac plus 5 en management et en marketing du sport professionnel. Et j'ai passé en parallèle plusieurs diplômes toujours dans le domaine du sport. Je crois que de mémoire, j'ai jamais été au chômage ou pas plus de quelques jours et j'ai eu la chance de toujours avoir des boulots plutôt sympas. Moniteur sportif, entraîneur, coach de VTT de descente, j'ai été directeur d'un skatepark couvert sur Paris. En 2013, j'ai eu l'idée de créer ma société avec ma femme qu'on a développée sur différentes activités pendant presque 10 ans. Ces 3 dernières années, nous avons entre autres lancé un magasin de vélo qui a eu de très bons résultats et qu'on a revendu il y a quelques semaines avec une très belle plus-value au passage. Le bilan est donc plutôt positif pour nous. Malgré ça, depuis plusieurs années, on a vu ressortir pas mal d'éléments négatifs dans notre quotidien. Ce constat s'est encore en plus amplifié lorsqu'on a commencé à travailler à notre compte. Et en 2018, lors de notre premier voyage aux États-Unis, la claque, le décalage avec la France a été monumental. Maintenant que vous connaissez ma situation, je vais donc pouvoir attaquer dans le vif du sujet. Quels sont les points qui nous ont fait quitter la France? Je ne sais pas par quel bout commencer. Il y en a énormément et j'ai l'impression que malheureusement, au fur et à mesure des années, il y en a de plus en plus et c'est vraiment ça qui m'inquiète. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Il n'y aura pas vraiment d'ordre hiérarchique dans la liste que je vais vous donner. À la rigueur, si je devais commencer par quelque chose, je dirais que pour moi, la France, c'est le pays des interdictions. Vive la République! Vive la France! On est champion du monde là-dessus, c'est une catastrophe. En France, tout est interdit dans différents domaines. Si je prends par exemple les loisirs, il y a énormément d'endroits où plein de choses sont interdites. Vous pouvez pas vous baigner dans les lacs, Vous pouvez pas faire du bivouac ou du camping en forêt, vous pouvez pas faire de feu de camp, vous pouvez pas faire du vélo dans certains endroits, ouais ça existe hein, en Alsace, on a des coins, on peut pas faire de vélo dans les chemins, vous pouvez pas faire de la moto, alors là malheureux, si tu veux te faire tirer dessus, ne fais surtout pas de moto en forêt, tu pourrais faire exploser la planète, c'est super dangereux. Le 4x4 on n'en parle même pas. Tu prends les réglementations, on a un nombre de réglementations incroyable. Il y a plusieurs articles sur le net, je te les mets également dans la vidéo, qui indiquent que la France est championne du monde en matière de loi, de réglementation, d'amendement. Et le pire, c'est que ça augmente encore au fur et à mesure des années, même ces dernières années. Donc ça va pas s'arranger du tout. Quelque chose qui cloisonne beaucoup la vie de la société. Et ça fait que, au final, en France, tout est compliqué. Je vois mon cas, quand tu as une société, dès que tu veux créer une nouvelle activité dans ta société, dès que tu veux développer quelque chose, tu vas forcément te confronter à des lois plus ou moins bien foutues, mais il y a parfois des trucs de fou, il y a des trucs de dingue, et surtout, il y a une tonne de lois pour chaque chose. On a vraiment le sentiment que l'État, le gouvernement, a l'impression que les Français sont trop bêtes, et qu'il faut mettre des lois pour tout. Les gens sont trop bêtes, ils savent pas pique-niquer sans laisser leur merde, et on va mettre une loi qui interdit les pique-niques dans certaines zones. Les gens sont trop bêtes pour apprendre à bien nager, pour pas aller nager, se foutre dans la partie électrique d'un barrage, on va interdire de nager dans les lacs. On invente tout le temps comme ça des interdictions pour essayer de préserver un maximum les gens, mais au final, les gens qui ont un peu de jugeote, qui ont un peu de bon sens, se retrouvent freinés sans arrêt. Je vais te donner encore un exemple. Alors celui-là, tu vas voir, il est corsé. Avec un ancien pote de fac, j'ai eu la mauvaise idée, on va dire, de monter à un moment un wakepark. C'est quelque chose pour faire du ski nautique et du wakeboard sur un lac. C'est vraiment un sport qui est vraiment sympa, qui est assez facile au final à mettre en place et qui se développe beaucoup maintenant ces dernières années. Et nous, on a eu la chance ou la malchance de créer le premier wakepark en Alsace. C'était un petit site, c'est vraiment sans prétention, mais on était les premiers, l'activité n'existait pas encore. Figure-toi qu'il y a une boîte qui nous a appelés, des boîtes de certification, comme il y en a beaucoup qui existent en France. Ça, c'est des boîtes qui se font des couilles au nord, parce que l'État impose des certifications dans plein de domaines, et eux arrivent, ils font rien, ils t'aident pas à monter le site, ils vont pas t'aider à créer le truc, ils vont pas t'aider à l'améliorer. C'est un peu comme un gros contrôle technique de ton entreprise. Et ils vont arriver, ils vont dire oui, on les certifie, c'est très bien, par contre filez-nous 500 € au passage, ou filez-nous 2000 balles. Ils font ça en 1h30, 2 heures à tout casser, et hop, t'es content, t'as ton beau papier, ton diplôme, que en France on aime beaucoup, la tabelle norme affichée sur le frigo, et roule comme ça. Et nous, il n'y avait pas encore de certification qui existait, parce que le wakeboard, les wakeparks, c'était tout nouveau. Il y a un organisme qui nous a appelés, et qui nous a dit, mais si vous voulez, moi je peux vous certifier. Nous, on lui a répondu, c'est gentil, ça peut nous intéresser, mais comment vous faites? Il n'y a pas de normes qui existent, il n'y a pas de référentiel.
Ah bah ça c'est pas grave, on va prendre le référentiel des manèges et attractions foraines et on va vous certifier, comme ça si un jour vous avez un accident, bah ça sera beaucoup mieux. Et je vous fais un devis, je vous envoie ça tout de suite. Vous vous rendez compte du truc? En fait, on va venir te donner un papier, on va t'évaluer par rapport à quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas de ton domaine, mais comme on est un pays qui aime beaucoup les papiers, ça va donner de la valeur à ton travail. Ce qui est vraiment n'importe quoi, parce que si on réfléchit bien, c'est pas pour ça que les gens vont se blesser plus ou moins, parce que le truc est même pas en rapport avec le domaine. Donc ça, c'est assez incroyable, et ça, c'est un truc que tu pourras voir que en France. Et il y a ça dans des tas de domaines. Le point numéro 2 qui nous a vraiment embêté en France toutes ces dernières années, c'est vraiment le manque de productivité. Quand tu vas en vacances dans d'autres pays, et ben notamment à chaque fois qu'on est revenu des États-Unis, je suis choqué de voir comment en France rien n'avance. Parce que c'est notre projet! Comme il y a une tonne de lois, tout prend 3 plombes. Quand tu veux créer une société, mais ça dure des heures et des heures. Tu sais qu'il y a des pays où tu crées une société en une demi-heure sur Internet. En Australie, au Canada, ça va assez vite, mais en France, ça prend des années. Et encore, le mieux, c'est de payer quelqu'un pour t'aider. Ça ira un peu plus vite, mais tu feras pas ça en une demi-heure. Et il n'y a rien qui avance. Ainsi, il y a beaucoup d'étapes de la vie courante qui vont être plus longues, voire beaucoup plus longues en France que dans d'autres pays. Par exemple, acheter une maison, passer son permis de conduire, aller chercher un colis à la poste ou aller poster, envoyer quelque chose à la poste. Et même l'organisation des services ou même les horaires d'ouverture des magasins font qu'on est un pays qui ne peut pas être productif. Vous avez beaucoup de pays où vous avez les épiceries qui sont ouvertes jusqu'à très tard dans la nuit, voire 24 heures sur 24. Il y a énormément de pays où vous avez des 7-Eleven qui sont ouverts 23 heures, voire 24 heures par jour. En France, ça n'existe pas, ou alors c'est très très rare, on va les trouver que dans les très grandes villes. En France, vous avez beaucoup de services qui ferment extrêmement tôt. La Poste, par exemple, chez moi, pour vous donner un ordre d'idée, elle est ouverte certains jours de 13h30 à 15h30, et les autres jours c'est fermé. Qui ne bosse pas, par exemple, le mardi de 13h30 à 15h30? Alors comment tu fais pour aller envoyer tes courriers? Tu poses un demi-jour de congé. Quand tu as une société que tu dois envoyer pas mal de courriers, alors je sais qu'il existe des abonnements, mais si tu es une petite boîte, que tu n'as pas de quoi prendre un abonnement, bah à chaque fois ça te prend un temps fou. En plus, les routes en France sont très lentes. Alors ça tient de la géographie, bien sûr, en France, forcément on n'allait pas couper toutes les montagnes, mais on a aussi organisé le système routier pour qu'il soit quand même relativement lent, et on a des règles du code de la route qui font que c'est toujours très lent. On met toujours beaucoup de temps à faire un certain nombre de kilomètres, en tout cas plus que dans d'autres pays. Si je prends l'exemple des États-Unis, ils ont toujours des routes beaucoup plus larges. Donc à part dans les très grosses villes, il y a très peu de bouchons. Ils ont des péages où on ne s'arrête pas, déjà il n'y a quasiment pas de péage, mais en plus quand il y a des péages, vous arrêtez pas. Il y a des caméras qui vous prennent depuis le dessus de la route. Ça évite d'avoir un bouchon à la barrière de péage. Ces bouchons barrière de péage, on les a tous les ans en France depuis des années. Vous regardez les reportages là, en juillet-août. Pourquoi? Ça n'a jamais changé. C'est le principe de péage, c'est qu'on perd du temps. Perdre de l'argent, perdre du temps. Idem pour les feux rouges. Il y a pas mal de pays où quand vous arrivez sur un feu rouge, vous avez le droit de tourner à droite si vous êtes assuré qu'il n'y avait personne qui arrivait sur la gauche. Ça permet de désengorger la file du feu rouge, ça permet aussi de limiter le temps d'attente pour les gens qui arrivent au feu rouge. Il y a plein de choses qui sont très longues à mettre en place et tu peux pas être productif. Tu as une société, tu veux créer par exemple une partie restauration dans ta société, comme on a plein de normes, il va falloir passer une formation. Mais comme on n'avance pas en France, que c'est toujours fermé le week-end, qu'il y a plein de jours fériés, que tout prend 3 plombes, les prochaines places pour la formation, elles sont dans 6 mois. Et en plus, une fois que tu as fait ta formation, quand tu vas embaucher des gens, ça prend aussi encore 3 ans. Ça tombe bien, c'est l'été par exemple, tu vas embaucher des jeunes, il y a des règles en plus pour les jeunes, ils ont plus de temps de pause, il y a des jours où ils peuvent pas travailler, etc. Donc tu te retrouves à pas pouvoir ouvrir ce que tu voulais, à pas pouvoir l'ouvrir aussi souvent, à pas pouvoir le développer comme tu souhaitais. C'est comme ça dans tous les domaines, et surtout, quand tu es entrepreneur, tu t'en rends vraiment compte, on est un pays qui n'avance pas. Tout est dur, tout est long, tout est compliqué. Il n'y a rien de simple chez nous, et ça, c'est pas normal. Pardon pour la longueur de la phrase, j'ai failli lâcher, mais j'ai tenu. Si, par contre, excuse-moi, j'ai dit une bêtise, j'ai dit une grosse connerie. Il y a un truc qui marche très bien, il y a un truc qui va très vite, il y a un truc qui est très productif en France, qu'on arrive à pondre peut-être encore plus vite que les lois, que les réglementations. D'ailleurs, souvent, ça va ensemble. C'est les taxes. On est champion de taxes. Vive la République! Vive la France! L'équation, elle est assez simple. On a un État qui produit rien, qui est incapable de dégager de l'argent ou seulement dans très peu de secteurs. On a par exemple l'armement où la France est très bonne, où elle arrive à signer beaucoup de contrats, où elle a des produits qui sont compétitifs, mais dans les autres secteurs, il n'y a quasiment que dalle. Donc il faut trouver de l'argent quelque part, et alors là nos dirigeants sont très bons pour inventer toutes sortes de taxes, il y a des trucs incroyables. Et on a une taxe pour tout en France, c'est assez hallucinant, je connais même pas le nombre de taxes d'ailleurs qui existent dans le pays, ça serait super intéressant de l'avoir, si tu le connais n'hésite pas à le mettre sous la vidéo, mais c'est une catastrophe, on est vraiment taxé de tous les bouts. Quand tu as une société, mais tu as un nombre de taxes incroyable. Taxe foncière, taxe immobilière, taxe
professionnels, taxes sur le personnel, taxes d'apprentissage. Il y en a des très connus, hein, la TVA, etc. Mais tu as tout un tas de petites taxes qui vont se rajouter, qui alourdissent la note des entreprises, et c'est pareil pour les particuliers, hein. Personne n'y échappe. On est vraiment le pays de la taxe, et tu le vois en ce moment, il y a plein de problèmes en France. Si tu regardes un peu les informations, si tu regardes un peu les émissions de débat, les gens qui nous gouvernent n'ont qu'un seul mot à la bouche, c'est taxe. T'en as pas un qui va donner une solution concrète, qui va dire ah, on va bosser, on va réussir à faire quelque chose, on va créer quelque chose d'intéressant, on va dégager de l'argent. Non, non, on va taxer, on va gratter, on va prendre tout ce qu'on peut. Faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes. Quand tu vois que même les particuliers aujourd'hui sont taxés quand ils vendent des choses sur Vinted ou Le Bon Coin, c'est vraiment une honte. On va aborder le cas des entreprises à la fin de la vidéo. Regarde même jusqu'au bout. Tu vas voir, t'es pas au bout de tes surprises. On passe maintenant au point numéro 4 qui nous a décidé à quitter la France, c'est l'écologie. Petite précision, je suis pas du tout contre l'écologie. À la base, je suis moniteur de VTT, je suis pratiquant passionné de VTT, de moto enduro, j'adore être dans la nature. Le jour où il y aura plus rien, où tout sera cramé, je serai vraiment bien embêté. Par contre, ce qui m'embête beaucoup, c'est que l'écologie en France, ça sert juste à faire passer les précédents points qu'on a pu avoir avant. C'est super bon pour les taxes et c'est super bon pour pondre des nouvelles normes. C'est vraiment uniquement à ça que ça sert en France, en tout cas de l'extérieur, c'est l'impression qu'on en a. C'est toujours une écologie punitive, c'est toujours une écologie qui va emmerder les plus petits. Puisqu'on voit, les gros passent facilement au travers, au contraire, souvent ils sont même gagnants dans le processus. En plus, quand on voit les gens qui sont plus ou moins à la tête de l'écologie, en France, je vous mets des photos, je vais même pas commenter. Nicolas Hulot, Jean-Vincent Placé. Jean-Vincent Placé. Jean-Vincent Placé, mon idole, mon meilleur. Vous avez Sandrine Rousseau qui prend bien la relève. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à ça? Franchement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ces gens-là, d'ailleurs, s'il n'y avait pas l'écologie, qu'est-ce qu'on en ferait? Vous les voyez où? Mettez-moi en commentaire dans quoi vous les voyez, dans quel secteur vous pouvez les faire travailler. Donc voilà, l'écologie sera au moins servie à ça. Encore une fois, pour vous donner un exemple, pour vous cerner bien le problème, en Alsace, avec ma société, j'avais créé un bike park. C'est un endroit où les gens viennent faire du VTT en montagne. Ils utilisent une remontée mécanique d'une station de ski. Ça permet d'avoir un double usage de l'installation, de la rentabiliser, puis de ne pas la laisser pourrir dans la nature. Et ils descendent par des pistes spécifiques qu'on a créées, un endroit spécifique, permet aux gens de s'amuser sur un site qui est sécurisé, de gêner personne. Bref, normalement, tout le monde est content. Et bien figurez-vous qu'on a eu tout un tas d'associations écolos qui étaient contre nous, qui ont signé des pétitions, qui ont fait des démarches pour essayer qu'on ait des fermetures administratives. Bon, il n'y en a jamais qui ont abouti, mais il faut voir le discours qu'ils avaient. On a par exemple une personne qui nous a dit qu'à force de freinage, quand les gens freinaient, et ben la poussière des plaquettes de frein partait dans le sol, avec la pluie ça ruisselait dans les cours d'eau du coin, ça arrivait dans le lac qui sert de bassin pour l'eau potable de la région, et donc vous vous rendez compte, les pratiquants VTT de la région de Guebwiller ont contaminé tous les habitants aux alentours avec leurs plaquettes de frein. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est quand même un truc de dingue. Voilà ce que c'est l'écologie aujourd'hui en France. Par contre, ces mêmes personnes, quand il y a des coupes de bois de je sais pas combien de mètres cubes qui sont faites par des entreprises étrangères dans le coin pour aller vendre des planches de chêne en Chine, eh ben tu les entends pas une seule fois. Il n'y a pas une lettre, il n'y a pas une pétition, il n'y a rien du tout. Donc voilà, ça c'est un bon exemple de ce qu'est l'écologie par ici et en France. L'autre cheval de bataille de l'écologie en France, vous le connaissez tous, hein, ça nous impacte tous, c'est la voiture. Et ça, c'est un sacré scandale. Quand je vois le nombre de taxes que ça a permis de mettre sur l'essence et même de la taxe sur la taxe, spécialité française, encore une fois, c'est une honte. Quand vous voyez le nombre de taxes que vous payez sur votre voiture, sur votre nouvelle voiture, sur votre ancienne voiture, les contrôles techniques qui sont de plus en plus compliqués, qui vous obligent à mettre à la poubelle des vieilles voitures pour racheter des nouvelles, elle est où l'écologie là-dedans? En plus, avec la guerre qui a été faite aux voitures, le flicage qui a été fait aux voitures, ben on n'incite pas les gens à bouger, au contraire on les freine, on les empêche de se garer dans les centres-villes, on va les mettre vers les grandes zones industrielles et on fait crever les centres-villes, on fait crever certains commerces parce qu'ils ne sont pas situés au bon endroit. C'est vraiment quelque chose qui a été fait de façon totalement arbitraire. Est-ce que vous savez combien représentent les émissions de CO2 des déplacements en France? C'est rien du tout, c'est une toute petite part dans le réchauffement climatique. Encore une fois, je ne nie pas le réchauffement climatique, il faut faire quelque chose. Mais même si demain vous empêchez de rouler en voiture tous les Français, je suis persuadé que ça changerait absolument rien. Alors certains vont me dire, oui mais il faut bien commencer par quelque chose et puis ça peut donner l'exemple. Oui mais la France c'est pas du tout un gros pays, il faut arrêter de se leurrer. Vous croyez que ça va changer quelque chose pour les Indiens si on roule tous en trottinette à partir de demain? Vous croyez que pour les Américains ça changera quelque chose? J'ai vu une étude l'autre jour, je crois qu'il y a 30% des jeunes Américains qui savent même pas où est la France.
ils en auront rien à foutre qu'on roule en trottinette. Par contre, bah, c'est vous qui allez être embêtés, c'est vous qui pourrez pas aller faire vos courses, c'est vous qui pourrez pas aller au boulot, et pour eux, ça changera rien du tout, et pour le climat, ça changera encore moins. Je dois par contre avouer, il y a quand même une seule chose de bien dans toute cette tendance écolo qu'on a en France, c'est pour une fois, on a un petit peu d'ambition. On a l'impression qu'on va changer le monde, on a l'impression qu'on va avoir un rôle majeur. Parce que ça, c'est un autre point qui m'énerve en France, c'est le manque d'ambition chronique, parce que ça fait des années que ça dure, et structurel. Personne n'a d'ambition en France, que ça soit les particuliers, que ça soit pas mal de boîtes, et que ça soit même l'État. Quand vous regardez l'État, de toute façon, le modèle de l'État français, c'est l'Allemagne. Donc déjà, l'ambition, elle est pliée, c'est réglé. Mais les résultats des matchs France-Allemagne, on les connaît déjà. Ah d'accord. Ensuite, quand vous regardez dans les médias, quand vous regardez des émissions de débat ou des émissions politiques, on a toujours l'art de tourner les questions à l'envers. Je prends en ce moment par exemple quelque chose qui fait beaucoup parler, les GAFA, donc Facebook, Amazon, etc. On se demande toujours comment les combattre. Quelle indignité. Mais le problème, est-ce que c'est qu'une boîte étrangère, par exemple comme Amazon, gagne beaucoup d'argent, ou est-ce que c'est que les boîtes françaises ne gagnent pas assez d'argent? Pendant qu'on met la lumière sur ces grosses boîtes américaines qui gagnent beaucoup de sous, bah on ne parle pas du tout des petites boîtes françaises qui sont complètement en train de crever. On essaye même de faire croire que les petites sont en train de crever à cause des très grosses, alors qu'au final, il y a plusieurs études qui ont montré que c'était pas forcément le cas. Et en tout cas, bah, on consacre beaucoup plus de temps aux grosses boîtes américaines qu'à nos petites boîtes françaises. On essaye toujours de tirer les gros vers le bas, et jamais de remonter les petits vers le haut, et ça c'est une catastrophe. Si vous regardez pour l'éducation, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années pour garder des bonnes statistiques au niveau du bac? Eh ben on a fait en sorte que tout le monde ait le bac. Et comme le niveau scolaire diminue d'année en année, on facilite le bac. On n'a pas cherché à le laisser au même niveau, voire même à l'augmenter pour essayer de motiver les très bons et essayer de tirer les autres vers le haut. Non, on a tout diminué vers le bas, comme ça permettait de mettre moins de moyens dans l'école et que tout le monde soit encore content parce que tout le monde peut afficher son bac sur son frigo. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les pans de la société. En France, dès qu'on fait un projet, on va le faire en tout petit. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai vu plusieurs parcs d'attractions, plusieurs sites de loisirs, plusieurs sites touristiques qui sont vraiment incroyables et qui fonctionnent parce que quand tu vas dedans, tu es épaté de voir comment ils ont mis le paquet. En fait, le projet, le concept est développé à 100%, et ça, on n'arrive pas à le faire en France. Alors souvent, c'est une question de moyens, mais c'est aussi une question de mentalité. Tu sens que vraiment, sur certains concepts, ils sont vraiment à 100% du développement, ils ne pourraient pas faire mieux. En France, souvent, on va faire des choses, mais on va les faire qu'à 60-70%, parce qu'on va se dire si jamais ça marche pas, ou de toute façon, on va être gêné par des lois, donc on va pas pousser complètement comme j'ai expliqué avant, et on va tout faire petit. On va faire des petites routes, on va faire des petits parkings, on va faire des petits bâtiments. Regarde bien les voitures. Quand on a commencé à développer les voitures électriques, les Français, on a travaillé sur quoi? Sur des Zoé, sur des Citroën Ami. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux États-Unis? Ils ont travaillé sur des Tesla. Aujourd'hui, ils travaillent sur des Ford F-150 électriques. Ils ont toujours quelque chose de très gros, de très développé pour tirer vraiment les marchés, les concepts vers le haut. Et me dis pas que c'est un problème de place parce qu'on a des petites routes. Si tu regardes par exemple en Suède, Volvo, pas du tout une marque américaine, bah, ils ont fait des très gros véhicules électriques, des très classes, ils ne se sont pas orientés vers un traîneau avec un moteur électrique. Donc c'est plutôt un problème de mentalité, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre culture en France, et ça c'est un gros souci. Et moi je le retrouve dans mon expérience professionnelle. J'ai eu la chance, quand j'ai monté ma boîte, d'être dans les dernières années où on avait une formation qui était payée par Pôle emploi, qui était vraiment un super truc. On avait une formation de 15 jours pour apprendre à créer et gérer une entreprise. Qu'est-ce que nous a dit le gars? Payé par Pôle emploi, hein, donc par un organisme public, je pense qu'on peut dire, ou parapublic, donc indirectement il est payé par l'État. La première chose qu'il nous a dit, quand vous montez une boîte en France, l'objectif c'est que vous soyez à 0 € de bénéfice à la fin de l'année et que vous embauchiez le moins de personnes possible. C'est là que vous allez payer le moins de taxes possible. Tu te rends compte du manque d'ambition, manque de motivation. Imagine les gars chez Google, ils sont en réunion, qu'est-ce qu'on va faire les gars ce mois-ci, c'est quoi les objectifs? T'en as un qui arrive et puis qui leur dit bah les objectifs ce mois-ci c'est de faire 0 et c'est qu'on embauche 0 personne. Mais c'est incroyable. Alors c'est sûr, on ne peut pas avoir des Amazon en France, on ne peut pas avoir des Google, mais après ça sert à rien de leur taper dessus parce qu'au final on voit bien là que c'est pas de leur faute à eux. Et notre système est fait comme ça. On n'a pas des choses qui encouragent les grosses boîtes en France, on a des choses qui vont te pénaliser, qui vont te pourrir si tu fais trop grossir ta boîte. Et en plus, si tu franchis certains paliers, ça va être vraiment une catastrophe. Donc tu as tout sauf intérêt à grossir, en tout cas vraiment pas vite du tout. Et je trouve que cet exemple, il est super frappant et il y a énormément de secteurs où on rencontre la même chose. N'hésite pas, hein, d'ailleurs, si tu as des choses qui te viennent en tête, qui sont spécifiques à ton secteur, soit professionnel, soit personnel, à nous les mettre en commentaire. Je pense que c'est intéressant d'avoir le retour d'autres personnes là-dessus. Résultat des courses, avec tout ça, avec une telle mentalité qui est vraiment ancrée dans notre société depuis des années, le point qui vraiment nous incite à quitter la France, c'est qu'il y a énormément de secteurs, je veux dire,
primordiaux, on dit régaliens souvent à la télé, donc gérés par l'État, qui vont en décroissance perpétuelle et toutes ces dernières années, hein, ces 20, 30, 40 dernières années. Je pense à l'éducation. À titre perso, moi j'étais prof de sport au début de ma carrière, donc il y a 12 ou 13 ans, je travaillais dans des collèges ou des lycées. J'ai pu voir déjà le niveau qu'il y avait, que ce soit le niveau des élèves, le niveau des incivilités, le niveau des parents qui en avaient rien à foutre, qui défendaient corps et âme leurs enfants et cela n'avait rien fait du tout. On voit ce que ça donne aujourd'hui avec les gros problèmes de harcèlement qu'on connaît, le niveau des dotations en profs, en matériel, etc. Ça faisait que chuter. Résultat, 13 ans, 14 ans après, c'est encore pire. Ça s'est pas amélioré. Je suis pas un spécialiste du secteur, mais dans l'hôpital, ça a pas l'air d'être beaucoup mieux. Si vous êtes infirmier, aide-soignant ou autre, n'hésitez pas à témoigner en commentaire. Dans la sécurité, que ce soit les gardiens de prison, les policiers qui actuellement sont en grève ces derniers jours, les gendarmes, malheureusement, ça s'améliore pas non plus. Bref, on a l'impression qu'il n'y a pas un secteur qui s'améliore. C'est clair, on est tous dans la merde. Que ça tombe d'année en année, comme je dis, depuis 20 ou 30 ans. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que... On est en descente perpétuelle depuis 20 ou 30 ans, et à chaque fois, on dit qu'on va prendre la mesure de ce qui s'est passé, et hop, on fait des petites modifications et on espère que ça va changer. Comment un problème qui existe depuis 20 ans, 30 ans, qui se dégrade d'année en année, on est sur une pente descendante, va s'inverser d'un coup parce qu'on a changé de ministre, ou parce qu'on a sorti 2-3 lois en plus sur les millions de lois qu'on a déjà. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va changer quelque chose? Donc je pense que les émeutes qu'on a connues ces derniers jours, faisaient suite à d'autres émeutes d'il y a quelques années avant, malheureusement c'est pas encore le point bas en France. Donc on va continuer à descendre, à descendre, à descendre, et plus on descend, plus il faudra quelque chose d'énorme pour que la courbe s'inverse. Alors je sais pas quoi, je sais pas si ça sera une guerre civile, je sais pas s'il y aura un drame dingue, mais il va falloir vraiment quelque chose de très gros, je pense, pour que la courbe s'inverse, parce qu'à mon avis c'est pas avec des petites mesures, des changements de loi, que ça changera la dynamique, j'ai même pas envie de dire actuelle, c'est la dynamique d'une génération, parce que ça fait quasiment 30 ans qu'on a ces problèmes-là. Alors je sais, c'est assez pessimiste, désolé, c'est pas cool si t'es en vacances et que tu regardes la vidéo, mais c'est aussi quelque chose qu'on ressent. Franchement, si tu regardes les infos, depuis 2 ans, t'as envie de te buter, t'as envie de te couper une jambe et de te jeter dans un lac pour être sûr de pas te louper, parce qu'il y a que des merdes. Il y a le Covid, il y a des fermetures d'entreprises, il y a des gosses qui se suicident parce qu'il y a du harcèlement, il y a plus ou moins des bavures policières, il y a des émeutes, il y a une inflation. Enfin, ça s'arrête pas. Il y a un nouveau truc tous les jours, et il y a vraiment une morosité qui était déjà plus ou moins présente. Je suis pas sûr qu'en France on soit un peuple très très optimiste tout le temps. Ça s'est aggravé malheureusement avec tous ces événements. Aujourd'hui, je me verrais pas par exemple parent d'un ado de 15 ans, parce que c'est quoi le discours que tu vas lui amener? Écoute, si tu bosses bien à l'école, t'auras peut-être un boulot, mais c'est pas sûr vu le taux de chômage. Si t'en as un, de toute façon tu seras payé au SMIC plus 200 balles. Ça sera pas un boulot de fou, parce qu'il faudra pas que ta boîte fasse des résultats de dingue. Tu t'achèteras pas une grosse maison ni une grosse voiture parce que ça pollue, donc t'auras une Zoé en autopartage, ça va être super cool. Et t'iras peut-être au ski s'il y a encore de l'électricité à pas trop cher pour faire tourner les remontées mécaniques, mais de toute façon avec le réchauffement climatique, il y aura plus de ski. T'iras faire de la luge d'été au mois de décembre à Val d'Isère. Je deviens vraiment prosterné ou prostré, je sais pas plus comment on dit. Là je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau. Allez, on se laisse pas abattre parce qu'on a quand même une vidéo à finir. Le point suivant qui nous a amené à quitter la France et qui m'énerve quasiment toutes les semaines, c'est le laxisme incroyable qu'on a en France. Toutes les semaines, on a des faits divers de plus en plus hallucinants, et à chaque fois, on se rend compte que l'auteur est quelqu'un qui a été condamné 10 fois, 15 fois, 20 fois. On se demande combien de reprises il faut pour que quelque chose soit vraiment appliqué. Est-ce qu'il faut être condamné 15 fois? Est-ce qu'il faut être condamné 25 fois? Est-ce qu'il faut être condamné 35 fois? Avant d'être considéré comme quelqu'un d'inquiétant, c'est quand même assez hallucinant. Le deuxième grand point au niveau de la justice, au niveau du laxisme français, c'est qu'on a même réussi, attention cocorico, petite particularité encore française, à faire des lois contre les victimes. Vive la France! Est-ce qu'il y a un autre pays au monde où par exemple quand tu loues un appartement, si l'appartement est squatté, tu vas mettre les gens dehors et c'est toi qui es poursuivi, et tu peux avoir des sanctions assez graves quand même. Comment il a fait? Je sais pas, mais c'est dingue. Est-ce qu'il y a un autre pays au monde où par exemple il y a des gens qui volent dans ton magasin, il n'y a rien qui est fait, tu affiches leurs photos sur la vitrine et tu peux être condamné? Est-ce que ça existe quelque part? Comment il a fait? Je sais pas, mais c'est dingue, c'est de la magie. Est-ce qu'il y a un autre pays au monde où par exemple il y a un mec qui est en train de cambrioler ton magasin de vélo en pleine nuit, à 3h du mat, t'arrives, tu lui tires dessus, et le gars porte plainte contre toi, et c'est toi qui finis en prison, c'est toi qui finis à le payer quelque chose. Mais enfin, ça va pas! Le pire, c'est que tout le monde est d'accord là-dessus, et personne ne fait rien. Comme vous le voyez, le tableau est pas fantastique après ces 8 premiers points, il est vraiment temps qu'on quitte la France, et le pire, c'est qu'il y a encore un dernier point, et c'est peut-être le plus grave, c'est vraiment le monde de l'entreprise. Alors la vidéo a assez duré, je vais couper ici, on va se retrouver dans quelques jours pour cette partie vraiment consacrée à l'entreprise, où je vais vraiment vous détailler point par point et puis essayer de vous retranscrire avec les expériences que j'ai pu avoir à titre perso
pourquoi il ne faut surtout pas créer une boîte en France et pourquoi si vous êtes entrepreneur ou si vous avez envie d'entreprendre, il faut absolument partir à l'étranger. On se retrouve donc dans quelques jours, j'espère que la première partie de la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter en dessous aussi si ça vous a pas plu, si vous n'êtes pas d'accord avec la vidéo. Et puis je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans la prochaine partie.